Alors maintenant, on va recevoir Jean-Paul Santoro, qui est pour le replay invité en tant que psychologue et qui faisait une conférence débat sur le jeu vidéo et l'agressivité. En quelque sorte, c'est ça? Alors le débat sur les jeux vidéo et l'agressivité, ce sera le débat de demain. Ah, c'est le programme de demain qu'on voit en fait défiler Voilà. depuis tout à l'heure. Ok. Bon du coup, vous allez être là en tant que psychologue entre la relation, l'addiction aux jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà auprès des gens, nous dire où est-ce que vous bossez, si vous avez des travaux, ce genre de choses? Alors donc je m'appelle Jean-Paul Santoro, je suis psychologue, j'exerce à plusieurs endroits différents. Donc je consulte dans la RPI Drapois pour une association. J'ai mon cabinet à Nice en libéral. J'interviens pour un organisme monégasque dans les écoles en fait par rapport aux dangers d'Internet et à la sensibilisation de manière générale aux âges par rapport aux jeux vidéo surtout. Et j'interviens en fait en maison de retraite. Dans le cadre de la maison de retraite, en fait, je mets en place tout ce qui est une réflexion autour de l'activité Wii auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, voir si ça peut être un bon outil thérapeutique, s'il peut y avoir toujours des apprentissages malgré les troubles de la mémoire dus à la maladie. Donc je travaille sur ça, à la base avec Wii Sport surtout, et je vais essayer de développer ça pour voir si on peut travailler sur des jeux comme Cerebral Academy par exemple ou d'autres jeux en fait. Et dans le cadre de mes consultations dans l'association et dans mon cabinet, je me sers parfois en fait des jeux quand ce sont les patients qui emmènent ça, notamment quand on a des parents qui me disent mon enfant joue trop aux jeux vidéo. Il est tout le temps sur sa console portable, donc du coup moi j'accueille l'enfant avec sa console tout simplement et essayer de voir ce que ça représente pour lui, s'il y a une utilisation qui pourrait être pathologique ou pas, et s'il y a une utilisation pathologique, quelle est l'utilité en fait du jeu pour lui. Donc j'intègre ça dans mes consultations tout simplement. Et qu'est-ce que vous a amené ici au replay pour venir faire une conférence comme ça? Alors qu'est-ce qui vous a amené au replay pour faire des conférences? Vous m'avez dit être passé l'an dernier, mais en tant que visiteur. Alors moi je suis le replay depuis le début à Nice en fait, donc du coup c'est en tant que participant. L'année dernière j'avais vu la conférence de la psychologue qui était venue, et comme tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies c'est un sujet de réflexion pour moi, j'ai proposé aux organisateurs tout simplement une multitude de thèmes sur lesquels je pouvais travailler et réfléchir. Et donc du coup on a trouvé un accord sur les thèmes que je présente cette année. Donc celui que j'ai présenté tout à l'heure c'était sur en fait pourquoi les jeux vidéo sont le bouc émissaire idéal de notre société, notamment quand il y a des faits divers, pourquoi on utilise le jeu vidéo comme coupable en fait. Et donc demain ce sera une étude sur est-ce que les jeux vidéo rendent agressifs ou pas en fait. Donc voilà. Quand avez-vous commencé à axer votre travail de psychologue dans ce bain de jeux vidéo? Est-ce que vous étiez gamer avant de devenir psychologue? Alors moi oui, je suis un gamer à la base, effectivement. Dès mes études, en fait, j'avais fait des travaux théoriques sur tout ce qui était l'addiction. Bon, ça a été démontré que ça ne s'appelle plus l'addiction pour les jeux vidéo, mais de cyberdépendance. J'avais travaillé sur l'addiction, sur tout ce qui était MMO, en fait, pendant mes études. Donc déjà, c'est quelque chose qui me travaillait déjà à ce moment-là, entre autres d'autres choses. Et après, du coup, j'ai saisi l'opportunité finalement professionnelle de travailler ça quand j'ai travaillé avec des personnes âgées tout simplement, et dès ma pratique. Donc c'est quelque chose qui me passionnait à la base, ça m'a amené un questionnement et que j'ai pu mettre en pratique auprès des patients quand j'ai été professionnel finalement, quand je suis devenu professionnel. Et quel regard vous portez sur ces psychologues qui, à l'inverse de vous, qui utilisaient ça comme soin ou comme remède à certains maux qu'on a du mal à soigner, qui critiquent ça justement, qui ne voient qu'un aspect négatif aux jeux vidéo parce qu'il y a cette partie-là, la partie que les médias reprennent aussi souvent. Quel regard vous avez là-dessus? Alors, il y a pas mal de psychologues, notamment des études américaines, dont je parlerai demain, on voit en fait qui utilisent les études de manière complètement pas objective et donc qui mettent leurs idéologies personnelles en fait derrière, mais parfois même au détriment de résultats objectifs de certaines études. Donc du coup, c'est dommage finalement d'utiliser, de mettre son opinion personnelle basée sur rien, finalement, comme j'expliquais, des stéréotypes, des clichés en fait, au lieu de voir des études scientifiques qui prouvent quelque chose en fait. Donc du coup, je pense qu'ils se privent d'un moyen thérapeutique d'une part, et même si on n'utilise pas le jeu et les consoles comme un moyen thérapeutique, il faut être au courant de ce qui se passe et de ce qui se fait, parce que ça fait partie de la vie de nombreuses personnes. Comme je citais tout à l'heure un sondage, il y a 2/3 des personnes en France qui jouent, que ce soit sur console ou sur smartphone ou sur tablette ou n'importe quoi.
Donc forcément, quand on a un patient qui vient, il y a 2 chances sur 3 qu'il joue à quelque chose. C'est dommage d'avoir des stéréotypes là-dessus et de se priver d'une partie de la connaissance qu'on peut avoir objective là-dessus, parce que du coup, ça fait partie de la vie des gens, tout simplement. Et vous avez dit, on dit plus addiction. Alors en fait, on s'est questionné pendant longtemps sur le fait de est-ce qu'il y a une addiction ou pas aux jeux vidéo. On a parlé à la base d'une addiction qui était sur des produits uniquement chimiques, donc l'alcool, la drogue, la cigarette, donc ça rentrait pas dessus. Mais après, on a rajouté à l'addiction tout ce qui est jeux pathologiques. Alors le jeu, on parle de jeux d'argent, le poker ou les machines à sous, et les comportements comme la sexualité pathologique et les achats compulsifs aussi. Donc du coup, à ce moment-là, on s'est dit que le jeu vidéo pouvait rentrer dans le jeu pathologique, effectivement. Et il y a une étude qui est récente, mais du coup de quelques années, qui prouve que en fait, on ne peut pas prouver qu'il y a une addiction au sens propre du terme, au sens médical, aux jeux vidéo. Ça ne dit pas que ça n'existe pas, ça dit que ça n'est pas prouvé en fait. Donc du coup, on préfère parler de dépendance ou de cyberdépendance, le terme cyberdépendance renvoyant à tout ce qui est dépendance aux jeux vidéo, à l'utilisation d'Internet d'une manière générale, donc que ce soit les réseaux sociaux et même la cyberpornographie aussi. On met tout ça un peu dans le même package. D'accord, parce que j'en profite pour vous parler, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a une campagne de pub qui a été lancée qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs, où ils ont fait une seule même vidéo avec le cannabis, l'alcool et les jeux vidéo. Ils les ont découpés après, mais ça a fait un scandale parce que c'est sur le même plan, cannabis, oui. Alcool, jeux vidéo. Alors c'est exactement, j'ai commencé ma conférence de tout à l'heure avec ça en ouverture parce que ça pourrait même prêter à sourire tellement c'est ridicule si c'était pas tragique, parce que du coup ça donne une mauvaise idée et qu'on va se retrouver avec des adolescents qui sont en consultation pour des mauvaises raisons. Donc on place effectivement, comme vous l'avez dit, le jeu vidéo au même plan toxique du point de vue physique que d'autres produits, alors que c'est bien évidemment prouvé qu'il n'y a pas de toxicité physique. Donc là on se base sur le fait que le comportement, le jeu vidéo c'est toujours, comme je disais, lié à l'adolescence, alors que c'est pas du tout vrai, parce que comme je disais, si 2/3 de la population joue, c'est pas que des adolescents bien évidemment, mais on reste avec ce cliché là qui ne se base au final quasiment sur aucune preuve scientifique. Et même s'il y a eu quelques études, donc comme je les montrerai demain, qui ont prouvé des effets néfastes du jeu vidéo dans le courant des années 2000, les plus récentes ont tendance à prouver le contraire et en même temps à démonter les arguments des précédentes études. Donc là c'est une campagne de sensibilisation qui est basée sur pas grand chose, ou alors je demande à voir quoi, et qui pourrait avoir un effet très 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 nocif quoi. Après, dans le pire des cas, s'il y a des adolescents qui sont amenés en consultation pour des mauvaises raisons, c'est jamais un mal d'amener un adolescent en consultation. Après, on voit ce qu'on en fait derrière. Mais bon. Et à partir de quand est-ce qu'on peut considérer une pratique des jeux vidéo comme étant pathologique ? Alors, au niveau pathologique, alors je pense pas que ça se chiffre en heures, par exemple. Tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, c'est que selon un sondage récent, les joueurs français jouent 12 heures et 12 minutes par semaine aux jeux vidéo. Et à côté, on a 26 heures de télévision par semaine pour tout le monde. Donc, ce qui fait plus du double. Donc, du coup, on n'est pas en termes d'heures, je pense. On est en termes de... est-ce que le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo, prive d'autres choses, c'est-à-dire est-ce qu'on joue pour oublier, pour ne pas avoir de vie sociale, pour ne pas avoir de... Donc en fait il ne faut pas penser en termes de ce que ça, de quantité, mais de la quantité de ce que ça prive en fait. Il y a des phénomènes de compensation en fait à travers le jeu vidéo. De compensation, oui, de toute façon les comportements qui sont excessifs dans le jeu vidéo viennent toujours dire quelque chose d'une manière générale. Quand ça devient excessif, quand ça devient pathologique. Donc justement savoir en gros, comme je disais, le jeu il vient boucher, quel problème ça vient boucher en fait, effectivement. Mais après du coup ça peut être assez subtil selon les personnes. On peut avoir des personnes qui jouent énormément, mais qui à côté ont énormément d'activités et une vie finalement très équilibrée tant psychiquement que dans l'organisation, et des gens qui jouent peut-être un peu moins mais qui mettent autre chose dedans, qui n'ont pas grand chose, et donc du coup c'est au cas par cas en fait. Je ne sais pas si on peut avoir des critères objectifs qui définissent une utilisation pathologique en fait. Le plus simple c'est d'une manière générale d'essayer de s'axer sur la souffrance. Si on a une personne qui est en souffrance d'une manière générale ou pas, et voir est-ce que le jeu vidéo il a une part là-dedans ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes, vous savez, qui a des profils où vous ne pouvez pas établir de soins avec les jeux vidéo, où c'est compliqué de traiter la personne? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou... Alors, moi pour l'instant, je n'utilise pas forcément le jeu vidéo. Enfin, je prends le jeu vidéo si le jeu vidéo est déjà présent chez le patient. À part pour les personnes âgées, ça c'est autre chose. Mais je prends le jeu que si le jeu existe déjà chez le patient. Après, présenter un jeu à quelqu'un qui ne joue pas, ça dépend, mais c'est pas mon secteur. Par contre, il y a Michael Stora qui
qui utilisait spontanément le jeu, notamment le jeu Ico sur PlayStation 2, comme un moyen thérapeutique avec des adolescents qui soient joueurs ou pas. Donc du coup ça c'est une autre approche, c'est une approche qui n'est pas la mienne. À ma connaissance, d'après ce que j'ai lu de lui, il a eu pas mal de succès justement en utilisant ce jeu. Après c'était avec des patients particuliers, je crois que c'était des patients qui étaient psychotiques et qui étaient dans un milieu hospitalier fermé. Donc du coup c'était le choix du jeu était aussi en rapport avec la situation de ces patients. Mais du coup moi je pars du jeu comme du joueur en fait, donc du jeu présenté par le patient tout simplement. Oui, moi je voudrais. Je crois que c'est le sujet de la conférence de demain sur l'agressivité. Oui. On va anticiper vite fait. J'avais vu, et pareil cette année, il y a eu une étude sur. Déjà, est-ce qu'il faut regarder toutes les études qui tombent? Il y en a tout le temps. Qui justement démontaient les précédentes études, qui montraient via Google une baisse de criminalité à chaque sortie de jeu violent. Et l'hypothèse c'était que quand les gens ont un jeu violent, du coup pendant quelques temps ils font C'est un rien défouloir en fait. Voilà, ouais. Alors il y a 2 études qui vont dans ce sens-là. Il y en a une qui dit explicitement que quand un jeu sort, la criminalité baisse parce que ils n'ont pas le temps, parce qu'ils jouent. Et il y en a qui se servent de ce même graphique en disant en s'en servant juste pour dire quand un jeu sort, un jeu violent ne fait pas augmenter. Ils se servent juste en disant ça fait pas augmenter. Ils disent pas que le jeu cause la descente, mais qu'il ne fait pas. Donc du coup, les 2 théories se tiennent, on va dire. Donc de ce point de vue-là, ça à voir. Après, le problème par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il faut écouter toutes les études? Le problème, c'est que dans les études de psychologie, on a souvent pas mal de biais, c'est-à-dire d'erreurs méthodologiques, volontaires ou pas. Et donc du coup, il y a pas mal d'études qui paraissent très crédibles pour le commun des mortels, mais qui du coup ont des erreurs de méthodologie et qui les rendent invalides en fait. Donc du coup, on se retrouve par exemple avec des études menées sur 60 personnes, ça n'a aucune valeur. Après, il y a des méta-études, c'est-à-dire des études qui disent on fait une étude sur 1200 personnes, là, à partir de là, ça commence à devenir un peu plus parlant. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des études que je vais citer demain sont américaines en fait, donc sur une population américaine. Donc le contexte culturel est vraiment, vraiment à prendre en compte, parce que c'est un pays où il y a des différences culturelles, notamment au niveau des armes. Alors ça c'est mon opinion personnelle, est-ce que ça peut jouer ou pas? Moi j'aurais tendance à penser que oui. Donc du coup, est-ce que les constatations qui sont faites sur un public américain peut être portées au reste du monde? Peut-être, peut-être pas, mais sans autre étude, on peut pas le savoir en fait. Donc on n'a que ça et on peut que extrapoler. Donc encore une fois, il faut les prendre quand même avec des pincettes quoi. Bah écoutez, on va vous dire merci déjà et peut-être dites-nous vous un peu, pour vous le rétro gaming, est-ce que vous avez un jeu phare ou quelque chose pour terminer sur une note un peu plus positive? En tant que pratiquant, vous voulez dire? En tant que pratiquant, bien sûr. Moi je suis un grand fan de Street Fighter en fait, hein. Donc depuis 1992 à la sortie sur Super Nintendo. Et ma naissance, 1992, ça plus. Comme quoi, ça remonte. Voilà. Très très bien. Ben, merci en tout cas de vous avoir permis de vous interviewer, en tout cas, monsieur Santoro, on le rappelle, qui est bien là. T'es pas né en 92 toi? Si, je suis né en 92, c'est exactement ce que je disais. Voilà, et ben merci bien. Beaucoup, et merci à bientôt, beaucoup. on viendra, on conseille la conférence à tout le monde, en tout cas c'est quelque chose de super intéressant et qui un peu enlève cette vision médiatique qui va que dans un sens, comme quoi on peut aller dans les deux et ça marche très bien. Merci bien. Merci.